Donc voilà, alors j'en arrive à la troisième partie de ma petite intervention, de ma jazette. Comment s'engager sur la voie de la décroissance? Donc on a vu pourquoi s'engager, comment on répond à ceux qui défendent la croissance à tout prix, comment est-ce qu'on tente cette transition vers une société de décroissance. La première exigence, elle était formulée par un chercheur français, un des auteurs de référence aussi de la mouvance de la décroissance, c'est Serge Latouche. Cette première exigence, c'est la décolonisation de notre imaginaire. Il faut décoloniser notre imaginaire. Notre imaginaire, il est justement croissanciste. C'est-à-dire pour nous, la croissance, c'est une évidence. Bon, il faut absolument se défaire de cette évidence. Mais il faut aussi se défaire d'autres composantes de notre imaginaire. Notre économisme. Pour nous, l'économie est une réalité fondamentale. On pense notre monde à partir de catégories économiques. C'est pareil, ça c'est propre à notre imaginaire occidental. Si on va dans d'autres mondes, il n'y a pas d'économie. Bon. Il faut aussi qu'on se libère de notre progressisme. L'idéologie du progrès, même si elle a été questionnée depuis quelques décennies, malgré tout, on est tous encore embarqués dans cette valorisation de l'idée de progrès. Il faut aussi, évidemment, se libérer de notre anthropocentrisme. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. L'idée qui est derrière, on peut faire une analogie, on peut imaginer que pour couper la tête du roi de France, il a sans doute fallu se libérer de l'idée que Dieu l'avait choisi. Donc il a fallu décoloniser l'imaginaire médiéval, qui, dans une large mesure, probablement légitimait le roi de France à l'époque. Bon. Donc il va falloir faire la même chose. Sauf que là, le problème, c'est qu'il va falloir notamment se libérer de notre anthropocentrisme, c'est-à-dire se remettre à une autre place nous-mêmes, ce qui est peut-être pas évident. Bon. Reconsidérer notre place dans la biosphère. Ça, c'est la première exigence, donc la décolonisation de notre imaginaire. Pour donner un exemple, effectivement, il s'agit de voir notre biosphère d'un tout autre œil et plus seulement comme un ensemble de ressources. Tant qu'on parle de ressources naturelles à propos de notre biosphère, on est dans une relation avec ce monde-là qui est problématique, qui fonde dans une large mesure la révolution industrielle, etc. Donc il va falloir qu'on trouve le moyen de se libérer de cette façon de voir la biosphère comme pure ressource, c'est-à-dire en fait comme pur moyen au service de nos fins. Autrement dit encore, cette façon de voir les choses, elle suppose que nous sommes les sujets et que le monde est un pur objet. Bon. Donc c'est ça qu'il faut reconsidérer. Bon, puis là encore, il ne s'agit pas d'imiter les sociétés anciennes, mais on a les exemples. Les humains ont été capables d'envisager de toute autre manière leur rapport avec ce que nous appelons l'environnement. Il suffit de prendre les Amérindiens, voir la Terre comme la terre-mère. Ça vous interdit de la traiter comme on la traite. C'est plus possible. Bon, on peut trouver ça débile, mais si on prend ça au sérieux, ça a des implications très concrètes. On peut plus la traiter comme nous la traitons. Ou voir n'importe quel animal comme un être doté d'une âme, ça devient impossible d'envisager l'élevage industriel. Si vous pensez que le poulet a une âme, l'élevage industriel du poulet, ça a quelque chose de profondément inadmissible du point de vue animiste. Alors, il ne s'agit pas de redevenir animiste, mais vous pouvez simplement de voir qu'il y a d'autres façons d'envisager les choses, qui sont pas si lointaines que ça de nous. Nous sommes ce que Philippe Descola, un anthropologue, appelle des naturalistes. Donc on pose ce rapport au monde là que j'ai esquissé tout à l'heure. Mais on a des fois, on a quand même des petites dérives animistes, par exemple. Quand on commence à parler à un chat ou à un chien, qu'est-ce qu'on fait On n'est pas si loin que ça d'être un peu comme ces sauvages qu'on peut trouver limite. Bon. Quand on regarde comment est-ce qu'on appelle ça, l'astrologie, quand on regarde son horoscope. Quand on regarde son horoscope, là aussi, on est en train là de trahir les bases du naturalisme qu'on a appris à l'école. Bon. Ou quand on s'identifie férocement à un chandail du Canadien, on est aussi dans une logique totémiste qui a rien à voir avec le naturalisme. C'est-à-dire qu'en fait, on pose une identité entre une chose et un être animé. Bon, donc on a encore des petites sorties qui sont pas du tout cohérentes avec notre vision du monde. Donc tout ça pour dire que c'est pas impossible. Donc ça, c'est la première exigence, décolonisation de notre imaginaire. Mais évidemment, tout ne se joue pas dans nos têtes. Ce serait bien, ce serait sans doute un peu trop facile. Il faut réussir à rompre avec une forme de vie sociale bien particulière et qui est bien réelle, et puis qui est bien là, qui est bien en place, et que donc on peut appeler le capitalisme, ou qu'on peut appeler, en prenant appui sur un concept proposé par mon directeur de thèse, André Oussolé, qui s'appelle le concept d'entreprise-monde. Qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? C'est que nous vivons dans un monde qui est conçu dans une large mesure par et pour l'entreprise, comme le monde médiéval en Occident était conçu par et pour l'Église. Bon. Donc il faut se libérer de ça, il faut rompre avec ça. Alors, donc c'est pas simplement dans notre tête que ça va se jouer.
Et cette rupture, elle peut pas être simplement non plus individuelle. Elle doit être fondamentalement collective, ce qui suppose de s'engager sur la voie de l'action politique. C'est tout le sens d'un mouvement tel que le MQDC. C'est pour ça qu'il a été créé. Il a été créé par le pape de la simplicité volontaire, donc Serge Mongeau, que vous connaissez sûrement. Et pour les raisons que je viens de dire, en disant la simplicité volontaire, c'est bien, c'est certainement une des composantes de cette société de décroissance, mais ça suffira pas. Il faut passer à un niveau politique, à l'action politique, à l'action collective, pour aller plus loin. Donc voilà pour les prolégomènes en quelque sorte de cette transition vers une société de décroissance. Qu'est-ce que proposent concrètement les objecteurs de croissance? Alors là, on rentre dans des choses plus délicates. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de programme établi, même s'il y a un parti pour la décroissance en France, donc il y a un programme. En fait, il y a plein de débats, ça part dans tous les sens. En fait, si vous cherchez sur Internet, vous allez tomber sur des listes en général, des listes de propositions. Alors je vous en lis une qui a été formulée par les participants à la conférence de Barcelone en 2010, qui a été la deuxième grande conférence internationale sur l'idée de décroissance. La troisième a eu lieu à Montréal ce printemps. Mais on n'a pas réussi à s'entendre suffisamment pour élaborer une série de propositions. On peut en discuter tout à l'heure, hein, c'est intéressant aussi. Donc à Barcelone, qu'est-ce qu'ils ont proposé au terme de leur conférence? 10 propositions. Semaine de travail de 3 jours. Revenu inconditionnel d'existence. Salaire maximum autorisé. Monnaie locale sans intérêt. Réduction drastique de la publicité. Moratoire sur les méga-infrastructures. Utilisation limitée des ressources naturelles dans le sous-sol, donc toute l'activité minière, occupation des maisons vides et cohabitat, soutien aux innovations frugales, nouveau statut pour l'action collective à but non lucratif, sous-entendu, on s'attaque en fait au modèle de l'entreprise à but lucratif. Donc voilà une liste, comme on en trouve souvent. Je peux ajouter des propositions qui sont formulées par le parti pour la décroissance en France, qui ajoute gratuité des services publics et des usages reconnus socialement utiles et écologiquement responsables. Autre proposition, la gratuité du bon usage de l'eau, de la terre, de toutes les ressources de haute nécessité, et le renchérissement ou la prohibition du mésusage. Autre proposition encore, émancipation de l'éducation de tous les modèles de compétition et de concurrence. Ça nous ramène à des débats récents. Donc